Yes les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo en direct de Séoul, en Corée du Sud. Aujourd'hui, je vais te parler d'un petit sujet assez original qui est l'immobilier à Séoul, comment ça se passe. Je vais t'expliquer comment ça se passe puisqu'en fait j'ai rencontré il y a de ça quelques jours ici à Séoul Vincent qui est quelqu'un qui donc qui a vécu entre Singapour, Hong Kong et Séoul depuis 25 ans. Il est trader en fait de métier et il est membre de la communauté Club Millionnaire et on s'est donc rencontré à Séoul suite à un petit email qu'il m'a envoyé. Donc on a discuté de tout et n'importe quoi, de Séoul, de business, d'immobilier, de marché financier, de crise économique. Il est trader, donc c'est quelque chose où c'était intéressant d'échanger avec lui puisqu'il y avait potentiellement un avis intéressant. Bref, ce dont je veux te parler aujourd'hui, en tout cas, je ne vais pas me m'éparpiller, c'est l'immobilier à Séoul, puisque quand on a parlé de ça, ça m'a littéralement choqué. Donc avant qu'on commence cette vidéo, eh bien comme d'habitude, abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, ça motive. Mets-moi un petit like, ça motive aussi. Mets-moi un petit commentaire, ça motive aussi. Bref, fais tout ça, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je suis aujourd'hui en direct de Séoul, je suis dans le quartier, je ne vais pas le prononcer parce que c'est très compliqué, mais c'est le quartier des affaires. Il y a beaucoup de tours derrière moi, peut-être que tu le vois, peut-être que tu le vois pas. Mais voilà, c'est un quartier où il y a pas mal d'argent et je me suis dit, bah tiens, il n'y a pas beaucoup de monde ici, dans ce quartier-là, en tout cas dans la place où je suis aujourd'hui. Donc je vais te parler de celui-là, parce que c'est vrai qu'à Séoul, il y a énormément de monde, c'est 10 fois Paris, si je dis pas de bêtises, Séoul, donc c'est immense. Et forcément, tous ces gens-là, il faut les loger. Il y a un moment, voilà, il y a beaucoup de tours, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de monde, il faut qu'ils aient des logements. Et c'est quand on en a parlé avec Vincent que ça m'a littéralement choqué, puisque ici, ils ont un système qui s'appelle le Chonje. Je ne me rappelle plus exactement, un truc comme ça, mais le système, je vais t'expliquer, ça consiste en fait en... alors, supposons que toi ou moi, tout simplement, on veut louer un appartement ici à Séoul. Bon, voilà, on va aller chercher un appartement. Et ce qui va se passer pour le louer, c'est que on va pas payer comme en France, en fait, un loyer mensuel, par exemple 1000 euros, 1500, 2000 euros par mois. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer l'équivalent d'un déposit et ensuite ne plus du tout payer le loyer. Donc, c'est-à-dire qu'on donne une certaine somme et ensuite on ne paye plus le loyer. Alors, tu te demandes peut-être, mais what the fuck, comment ça on paye pas de loyer, on dépose une certaine somme, mais combien est-ce qu'on la récupère? Voilà, je vais donner tous les détails. En fait, la somme que tu vas déposer à ton propriétaire directement va être de l'ordre de 30 à 80, allez plutôt 30 à 60%, en général c'est 50% du montant de l'appartement. Donc si tu te loges dans un appartement qui vaut 1 million, potentiellement tu vas devoir laisser 500 000 $ à ton propriétaire. Donc en fait ce montant va dépendre un petit peu, principalement même de type de bien que tu vas choisir, si c'est un bien luxueux ou un petit studio, et également du quartier dans lequel tu es en fonction en fait de la valeur de ce bien. Donc supposons que tu as repéré un appart qui vaut 1 million de $, parce que voilà, encore une fois on est à Séoul, on est dans une grosse ville d'Asie, on est dans la plus grosse ville de Corée du Sud, il y a énormément de monde, c'est un marché, je sais pas si tu es déjà venu à Séoul, mais il y a beaucoup d'argent ici, c'est très dynamique comme marché, donc les appartements ça coûte cher. Donc supposons que tu as repéré un appartement à 1 million de $, tu vas devoir potentiellement donner 50%, soit 500 000 $ en cash à ton propriétaire. Si tu ne peux pas les donner, eh bien tu ne vas pas pouvoir louer cet appartement. Donc ensuite, tu te demandes peut-être, ok, c'est 500 000, est-ce que je les récupère un jour ou pas? Alors oui, tu les récupères à la fin de ton contrat de location qui dure généralement 2 ans en Corée du Sud. Donc, c'est-à-dire que tu vas lui donner 500 000 $, pendant 2 ans, tu ne vas pas payer de loyer, à part les charges, ça reste vraiment en fonction de ta consommation et c'est toi qui dois les payer. Mais pendant 2 ans, tu ne payes pas de loyer parce qu'en fait, les Coréens considèrent que payer un loyer, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Donc là, tu te dis peut-être maintenant, mais ok, Raph, c'est cool. Mais le propriétaire dans tout ça, il récupère 500 000 $ peut-être pendant 2 ans, mais au bout de 2 ans, il doit les rendre. Donc le propriétaire dans l'affaire, il gagne de l'argent comment? Puisqu'il doit rendre ce qu'on lui a donné à l'entrée des lieux et en plus de ça, il n'a pas de loyer mensuel. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les propriétaires, l'argent qu'on leur donne, lorsqu'un locataire rentre dans les lieux, il va investir cet argent. Donc si on reprend la continuité de mon exemple des 500 000 $, ça voudrait dire qu'avec ces 500 000 $, le propriétaire va aller les investir. Donc c'est-à-dire en bourse, dans l'immobilier, dans ce qu'il veut, et il va gagner de l'argent via le taux d'intérêt, il y a le taux de rendement qu'il va pouvoir dégager du placement en cascade qu'il a pu faire. Donc en fait, c'est un peu relou pour les propriétaires, on pourrait se dire, parce que putain, en fait, la première étape qui est de louer mon appartement, c'est pas sur celle-ci que j'ai gagné de l'argent, puisque je vais devoir rendre cet argent, qui est ce gros dépôt, au locataire quand il va partir au bout de 2 ans. Donc je dois encore retravailler pour générer de l'argent sur de l'immobilier, sur des marchés financiers, des choses comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est que voilà, cette pratique du Chonje, si je le prononce bien, je ne me rappelle plus exactement c'est quoi le terme, c'est quelque chose qui est très vieux, qui date du 19e siècle. Et Séoul est une ville qui a connu une forte croissance, et notamment en fait, c'est là toute la limite du système, une spéculation immobilière qui fait qu'en fait le propriétaire, quand il récupérait ses 500 000 $ de cash, ce
qu'il faisait, c'est que directement il allait chercher un autre appartement. Donc voilà, il avait un deuxième appartement, puis ensuite avec ce dépôt qui récupère l'appartement, boum, il va rechercher un autre appartement. Donc en fait il y avait vraiment un peu comme un gros château de cartes comme ça en cascade, qui fait que il y avait de la spéculation, les prix ont augmenté. Je crois que même pendant une certaine année, 1978, je dis pas de bêtises, les prix ont augmenté de quelque chose de l'ordre de, alors je sais plus exactement, 130 ou 150% en une seule année. Rends-toi bien compte de ce que c'est-à-dire que ça fait plus de x2 quoi. C'est un appartement qui vaut 1 million, en un an il vaut plus de 2 millions, 2 millions 3, 2 millions 4, c'est juste hallucinant. Donc aujourd'hui ce système fonctionne encore, c'est comme ça que ça marche, hein. Vincent que j'ai rencontré me disait que lui par exemple il a dû mettre 300 000 $ pour avoir son appartement qui vaut il me semble 1 million ou 1 million 2. Donc c'est assez ouf de se dire qu'on bloque nous personnellement en tant que locataire 300 000 $. Donc l'avantage c'est qu'on n'a pas de loyer à payer, mais on a quand même 300 K potentiellement qui sont bloqués. Donc voilà, il y a tout type de montants, là on parle de 300 K, on parle de 500 K, bien évidemment qu'il doit y avoir des chongés, je sais pas comment on prononce ça, bien moins élevés si on veut louer un studio dans un petit quartier en périphérie de Séoul, mais l'idée et le concept il est là. Donc peut-être également tu te poses la question de ouais mais imagine mon propriétaire il fait de la merde, il ne me rend pas le dépôt au bout de 2 ans, est-ce que j'ai mis 500 000 $ entre guillemets dans le cul à la fin? Alors non, quand tu loues un appartement, en fait ce qui se passe c'est que déjà tu es en mesure et limite c'est un devoir de vérifier que ton propriétaire il est entre guillemets solvable, apparemment en demandant des documents à la banque pour voir un petit peu combien il doit encore rembourser sur ce bien, des choses comme ça. Bref, tu fais entre guillemets un petit peu ton étude, un état des lieux de la situation de ton propriétaire pour savoir si c'est risqué ou non d'aller lui donner ce dépôt, puisqu'on parle pas encore une fois de 100 balles ou de 1000 balles. Également, il ne faudra pas prendre le risque que ton propriétaire se barre avec la caisse, c'est-à-dire je sais pas, boum, il encaisse 500 K, il va s'acheter une Lamborghini, il va frimer dans les rues de Séoul. Non, ce serait vraiment très dommage. Qu'est-ce qui se passe si jamais le propriétaire il rembourse pas? Parce que moi c'est une question qui m'est venue également en tête très rapidement. Imagine tu donnes ce dépôt et le propriétaire ne peut pas te rembourser ou je sais pas, il disparaît dans la nature ou ouais voilà, il ne peut pas, il a fait trop de conneries, enfin, il a trop spéculé, le marché s'est retourné, tout son château de cartes d'acquisition sur de la spéculation immobilière et sur des dépôts qui ont été encaissés à chaque entrée de locataire. Qu'est-ce qui se passe si jamais il peut pas rembourser? Ce qui se passe c'est que ça va en justice et visiblement tu es quasiment certain de gagner en justice. Et ce qui se passe quand tu gagnes en justice, c'est que tu récupères l'appartement. Donc l'avantage c'est que tu as posé X euros, allez 500 K pour prendre encore une fois mon exemple, et tu gagnes potentiellement un appartement qui vaut 1 million, 1 million 2. Donc c'est plutôt cool. Donc c'est pas forcément ce qu'on souhaite qui arrive, mais en tout cas c'est toujours du côté du locataire que ça va trancher apparemment au niveau de la justice. Donc je sais pas ce que tu penses de ce système là. Moi ça m'a un petit peu fait pas cogiter, mais je me suis dit what the fuck. C'est vrai que jamais j'aurais pensé que ce genre de système peut exister quelque part dans le monde. Apparemment c'est vraiment unique, ça se passe qu'à Séoul, enfin qu'en Corée du Sud, et c'est comme ça. Alors de plus en plus ils vont sur le paiement mensuel, visiblement les loyers, à cause justement de ces spéculations ou d'un marché qui ralentit ou des choses comme ça, parce que c'est plus aussi simple en fait aujourd'hui visiblement de gagner de l'argent en plaçant l'argent en bourse ou dans de nouvelles opérations immobilières. Le marché n'est plus aussi strong, aussi fort qu'avant pour les propriétaires quand ils devaient placer leur argent. Mais dis-moi ce que tu en penses toi, par exemple en tant que propriétaire. Est-ce que tu penses que c'est bien de récupérer une grosse somme d'argent comme ça que tu peux ensuite faire fructifier, ou est-ce que tu penses que c'est risqué? Honnêtement c'est quand même un peu risqué, enfin t'es vachement dépendant du marché finalement, et puis il faut être en mesure de pouvoir rembourser ton locataire au moment où il part. C'est vraiment aussi au niveau du timing, c'est à dire que l'argent que tu le places que sur un horizon de 2 ans. C'est court quand même 2 ans pour placer du cash, donc faut pas faire n'importe quoi. Et du côté du locataire, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de bien de se dire qu'on paye pas du tout de loyer pendant 2 ans et qu'on donne un gros dépôt qu'en plus on récupère à la fin? C'est à dire que finalement tu t'es logé quasiment gratuitement, tu as juste à payer les charges. Donc c'est vrai que finalement côté locataire c'est pas mal, mais faut quand même bloquer une certaine partie de cash, ce qui est quand même assez contraignant. Moi personnellement ça me plaît pas des masses. Alors également petite information que je t'ai pas donnée, parce que j'ai regardé un petit peu mes notes que j'avais notées en même temps que je parlais avec Vincent. La moyenne en 2014 de ce fameux John Soe, je sais pas trop comment on prononce encore une fois, c'était 300 000 $ quand même. C'est à dire qu'en 2014 si tu voulais être locataire d'un bien à Séoul, il fallait mettre en moyenne 300 000 $ sur la table juste pour poser ce dépôt. Donc c'est vrai que c'est assez fou finalement. Même moi en te le disant maintenant je me demande mais comment font les gens, parce que tout le monde n'a sûrement pas 300 000 $ à Séoul. Je veux bien qu'il y ait des gens qui soient riches à Séoul, mais tout le monde n'a pas 300 000 $. Si on transposait ça à la France, bon voilà, encore une fois c'est difficile de transposer comme ça brut de décoffrage à la France. Donc voilà, je suppose qu'il y a des étudiants, je suppose qu'il y a des familles de classe moyenne, des familles pauvres, tout ce que tu veux, qui n'ont pas 300 000 $ à mettre. Alors ça c'est la moyenne. Donc peut-être qu'encore une fois il y a des John Soe à 10, 20, 30, 50 000 $ qui sont beaucoup plus accessibles, et des John Soe à 500, 600, 800, 900 000. Voilà, c'est une moyenne, il faut encore prendre les chiffres de façon relative et de voir comment ça a été calculé. Mais c'est quand même intéressant à noter. Également, point important, c'est que au niveau des banques, finalement, en fait, à Séoul, pourquoi ça marche comme ça, c'est que les banques ne financent pas l'immobilier, elles financent
beaucoup plus les entreprises, vu que peut-être que tu sais, la Corée du Sud, Séoul, c'est quand même un pays qui est vachement en avance sur la technologie. Il y a beaucoup de boîtes qui sont coréennes sur la technologie. Alors, je n'ai pas de nom en tête, mais peut-être tu peux m'en citer dans les commentaires, mais dans la vie de tous les jours, telle qu'on le connaît nous, il y a beaucoup de marques qui sont coréennes en tout cas. Ce système est de plus en plus présent du loyer mensuel parce que, comme je te dis, il y a beaucoup moins de rendement pour les propriétaires avec les taux d'intérêt, etc. Mais en fait, pour les Coréens, payer tous les mois, c'est jeter de l'argent pour les fenêtres, puisque aujourd'hui, comme on l'a vu, tu donnes 200 000 € quand tu rentres dans l'état des lieux, et au bout de 2 ans, quand tu pars, eh bien, on te rend tes 200 000 €, donc tu te loges gratuitement. Donc c'est vrai que pour les Coréens, payer un loyer, c'est quelque chose qui est vraiment bizarre et jeté par les fenêtres. À savoir qu'en fait, pour les Coréens et la culture ici en Corée du Sud est vraiment atypique. Vincent me l'a confirmé, et je trouve moi aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont assez différentes. En fait, c'est la façon d'analyser les choses, et ouais, ils ont leur façon de faire et de penser. Par exemple, quand un commerce ferme à 3 h du matin, ça va être écrit 27 h. Donc ça veut dire que ça ferme à 3 h du matin. Et il y a plein de trucs comme ça qui sont assez bizarres, mais qui sont à la fois vraiment marrants. C'est typiquement coréen, apparemment, ils ont leur façon de penser. Et également, ce que je t'ai pas dit, ça sera le dernier petit point de ma vidéo, c'est que ici, en tant qu'investisseur, en tant qu'acheteur de biens immobiliers, ce qui est cool, c'est que en fait, quand tu achètes un bien par exemple qui vaut 1 million, et que y a un locataire qui est en place qui a payé, je sais pas, par exemple un John Sway, un dépôt de 50%, soit 500 000 €, toi tu vas acheter le bien immobilier déduit de ce dépôt de 50%. Donc un bien qui vaut 1 million, tu vas l'acheter 500 000, puisque bah, tu as le locataire qui est en place, et quand il va partir, le locataire enfin pas le locataire, pardon, toi en tant que propriétaire, tu es censé lui rendre les 500 000. Donc finalement, c'est comme si tu avais dépensé, enfin tu avais payé 1 million ton bien, sauf que au moment où tu l'achètes sur l'instant T, bah, tu as payé 50% de la valeur, puisque tu as un John Sway qui est latent, qui ne t'est pas rendu par le propriétaire qui te le vend, le bien. Donc ça, c'est également un point à prendre en compte dans toute la transaction immobilière. C'est vrai que c'est quelque chose aussi qu'on ne connaît pas du tout en France. Donc je sais pas du tout ce que tu en penses. Vraiment, dis-moi dans les commentaires. Là, j'ai vraiment terminé ma vidéo. Dis-moi ce que tu en penses. Mais c'est vrai que c'est vraiment atypique comme marché immobilier à Séoul. Moi, personnellement, je suis pas fan du tout. C'est vraiment pas quelque chose que j'aimerais avoir comme règle pour un marché immobilier. C'est vrai qu'encore une fois, en France, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir un système bancaire tel qu'il est, avec l'effet de levier. On peut emprunter 100%, 110% de la somme, des différés de remboursement, des taux qui sont vachement bas. Encore une fois, c'est des conditions qui sont même pas entre guillemets normales. C'est vrai qu'on en parlait avec Vincent aussi. Ces conditions, c'est what the fuck, c'est unique au monde. Je pense que beaucoup de Français, beaucoup d'investisseurs immobiliers en France ne se rendent pas compte de ces conditions. On essaye toujours d'avoir les meilleures conditions quand on va voir son banquier. On dit non, je négocie là-dessus, les frais de dossier, les différés de remboursement, le taux, les IRA, tout ce que tu veux. On négocie et c'est normal. Mais on a des conditions déjà en France qui sont excellentes et qui sont vraiment entre guillemets également anormales. Donc voilà, dis-moi ce que tu penses un petit peu de tout ça. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Petit like, abonne-toi, commentaire, fais-moi plaisir et je te dis à très très vite. Ciao, ciao.